Voilà. Alors non, au début, ils font des petites balades, etc. Ils vont jusqu'aux Galapagos, où là, c'est un choc pour Bernard Moitessier, parce qu'il y a il y a quand même peu de plaisance, peu de bateaux qui s'arrêtent. Et là, franchement, vous pouvez jouer avec les tortues, vous pouvez caresser la tête des phoques. Et les animaux voient si peu d'humains qu'ils sont complètement en confiance. Et pour lui, c'est le paradis. Le paradis sur Terre, c'est les Galapagos, vraiment. Et ils descendent comme ça ensemble jusqu'à Tahiti, où ils mènent la belle vie. Et Françoise Moitessier a déjà des enfants d'un autre mariage, que Bernard Moitessier n'adopte pas juridiquement, mais affectivement s'en occupe comme un père. Et il faut rentrer. Il faut rentrer retrouver les enfants. Et Bernard Moitessier se dit, mais la route logique, c'est pas qu'on fasse contre les vents le chemin en sens inverse, c'est qu'on passe par le Cap Horn et qu'on rentre jusqu'en France. Terreur de Françoise Moitessier, à qui Bernard Moitessier avait pourtant promis de ne pas prendre cette route, mais l'envie est trop forte. Et les voilà ensemble qui s'élancent et ils font la plus longue étape jamais accomplie par des marins sur un voilier de plaisance. Elle était voleuse, elle? Pas du tout. Elle apprend avec lui et elle se montre à la hauteur parce que Bernard Moitessier barre tout le temps, ce bateau solide mais lent et lourd. Et il faut passer le Cap Horn, il est épuisé, il confie la barre à Françoise Moitessier qui va passer le Cap Horn avec lui et s'avérer une barreuse formidable. Donc elle apprend très bien et ils vont faire cette grande traversée par le Cap Horn, Tahiti, Alicante en Espagne, et ils seront tous les deux récompensés de la Blue Water Medal qui récompense justement le plus long périple accompli par quelqu'un à bord d'un voilier de plaisance sans escale. Ça fera leur célébrité tous les deux. Ils vont raconter cette aventure. Bernard Moitessier va l'écrire. Le livre connaîtra aussi beaucoup de succès. Bernard Moitessier est aussi célèbre à l'époque qu'Éric Tabarly. Et pourtant, ce sont deux profils complètement différents. On a un compétiteur qui fabrique des bateaux pour certains types de courses, et on a Bernard Moitessier, lui, qui vit l'aventure, le rêve, les escales, les longues étapes s'il le faut, qui est, je ne vais pas dire dans l'endurance, parce qu'il n'est jamais dans ce rapport physique au bateau. Il est toujours dans la recherche de l'harmonie. Il est heureux sur l'eau, sur un bateau, quand ça navigue, mais il est aussi heureux d'être avec ses amis à l'escale. Et puis voilà que lui se prépare. Déjà, on sait tous qu'il y a un moment, il va falloir faire ce tour du monde sans escale, complet et en solitaire, parce qu'il y a déjà un marin anglais qui l'a tenté. Vous l'entendez, oui. Sir Francis Chichester. Voilà. Sir Francis Chichester qui l'accomplit en 67 et il fait juste une étape à Sydney. Et donc tout le monde se dit, la prochaine fois, il faudra le réussir. Qui peut le faire? Alors on se demande, tout le monde dit Tabarly, mais Tabarly, ça ne lui plaît pas, c'est trop long, il ne va pas passer 200 jours en mer. Il est en train de construire un Penduic, ou sinon il est exactement, occupé, il est en train de travailler déjà sur d'autres formes de bateaux. Donc les regards se tournent aussitôt vers Bernard Moitessier, qui est furieux. Parce que lui, il veut travailler en toute discrétion. Il a entrepris avec son copain Loïc Fougeron de partir à deux bateaux, de voyager côte à côte et de faire ça comme deux potes, mais il ne veut pas que ça se sache. Et c'est énervant pour le Sunday Times, qui a déjà sponsorisé la première tentative de Sir Francis Chichester, qui a vu ses tirages s'envoler et rapporter beaucoup d'argent. Et pour forcer un peu la main des compétiteurs, inaugure une course qui s'appelle le Golden Globe Challenge, qui sera l'ancêtre du Vendée Globe, et récompense cette première d'un globe d'or, celui qui sera le premier à accomplir ce tour du monde en solitaire et sans escale, et d'un second prix de 5 000 livres sterling, ce qui à l'époque, correspond peut-être à 50 000 euros d'aujourd'hui, celui qui l'accomplira le plus vite. Donc il y a deux manières de gagner cette course. On va démarcher Bernard Moitessier, qui envoie tout le monde promener. Et finalement, c'est Françoise Moitessier qui lui dit, écoute, de toute façon, il faut aussi alimenter la caisse du bord, le bateau, il faut l'entretenir. De toute façon, cette course, tu vas la faire. Si jamais tu la gagnes, tu n'as rien à perdre. Et il se laisse convaincre. Et finalement, il prendra le départ depuis Plymouth. Mais c'est pas obligatoire. On part juste d'une certaine longitude. Et le départ est donné à qui veut le prendre, entre le début juin et la fin septembre. Voilà. Ce qui fait qu'en fait,
Il y a 9 concurrents qui vont s'élancer sur des bateaux complètement différents, avec des profils complètement différents. Certains sont des marins, beaucoup dans la marine marchande, d'autres sont de purs aventuriers, des militaires, des sportifs. Il n'y a pas tellement de marins aussi accomplis et expérimentés que Bernard Moitessier. Il y a un esprit de compétition très fort ou pas tant que ça? Pas du tout. C'est pas du tout ce qu'on voit là-dedans. Hein. Non. Non, lui, en fait, il s'est résolu à prendre le départ comme on lui demandait, mais il part avec ses potes. Voilà, quand tout le monde est prêt, on y va entre copains. En revanche, il y en a un qui a bien compris l'enjeu, c'est Robin Knox Johnson. Lui, il sait qu'il ne faut pas que ce soit un Français qui gagne. Il est patriote. Donc, il sera le premier à s'élancer sur un bateau beaucoup moins performant que Joshua, qui s'appelle Swahili. Et cette course, elle ne connaîtra qu'un seul vainqueur. Il n'y a qu'un seul qui va arriver. Ils sont 9 à s'élancer. Et ce sera ce fameux Robin Knox Johnson. Le grand rebondissement qui fait la célébrité du récit La Longue Route, c'est Bernard Moitessier qui le crée. Il lui part 2 mois plus tard. Il rattrape quasiment Robin Knox Johnson. Alors qu'il a accompli un premier tour du monde, qu'il est au milieu de l'océan, il est pris d'un doute terrible. Et il se dit, mais là, il faut vraiment que je rentre. Je vais retrouver tous ces gens. Il comprend qu'il est en bonne position. Et il stupéfie le monde entier qui suit dans les journaux, à la radio, dans les magazines de voile, etc., en envoyant un petit message d'une façon très singulière. Et il dit, écoutez, j'en ai vraiment plus rien à faire de ce prix, de cet argent. Moi, je suis trop heureux sur mon bateau et en mer, et je continue. Et le voilà qui remet le cap au sud, qui repasse Bonne-Espérance. Et on ne dit pas qu'il veut boucler un 2e tour, parce que c'est pas tellement ce qu'il espère. Il veut continuer jusqu'à ce qu'il en ait marre. Et en fait, il vise les Galapagos. C'est pour ça que je vous en ai parlé un peu au début. C'est qu'il veut retrouver ce paradis extraordinaire. Il sait qu'il sera heureux là-bas. Simplement, le 2e tour du monde, il se passe très mal. Lui, il est rincé physiquement. Le bateau est rincé physiquement. Et il sent qu'ils vont aller à la casse tous les deux. Et finalement, il écourte ce 2e tour en mettant le cap sur Tahiti, où il sera très bien accueilli comme un héros. Et il découvrira un peu la stupéfaction qu'il a créée autour de lui en prenant cette décision. Il faut savoir qu'à cette époque-là, il était tout seul vraiment en mer. Il n'y avait pas de. Tu sais, il y avait une radio. Oui. Il y avait quand même une radio. Ouais. Il la refuse. C'est-à-dire qu'il sait que son bateau est lourd, il sait qu'il est déjà très chargé, il n'y a pas de nourriture lyophilisée. On emporte des conserves, des sacs de patates, des oignons, tout ce qu'il faut pour faire la cuisine de bord, même si lui-même le confesse avec un peu d'humour, était un cuisinier absolument déplorable, qui se faisait des espèces de tambouilles roboratives qui l'aidaient à tenir. Mais enfin, on part avec beaucoup de provisions. Qu'il va jeter pour alléger le bateau. C'est ça. Alors, j'ai pas du tout voulu idéaliser la personnalité de Bernard Moitessier. C'est pas un saint, c'est un homme extraordinairement touchant, un très bon écrivain, je trouve. Mais c'est aussi un homme de son temps. C'est aussi quelqu'un qui sait ce que une mer très difficile engage du point de vue nautique. Et il sait qu'il va, à ce moment-là, affronter les hautes latitudes, des mers très très dures. Vous avez tous entendu parler des 50e rugissants. Il y a pire encore. Il craint les icebergs. Et donc, il sait qu'un bateau bien équilibré, c'est un bateau qui survit. Et donc, il va se débarrasser, quand il approche du pôle sud, de tout ce qui peut l'encombrer. Et donc, il y a quelques jerrycans d'essence, des glaines de nylon qui passent à la baille. Les lecteurs m'en parlent en disant c'est quand même choquant, vous dites que cet homme avait une conscience écologique et le voilà qui balance du pétrole à la mer. Je suis très heureux que tout le monde soit choqué parce que ça prouve que nous aussi on s'est éduqués et qu'on sait qu'aujourd'hui ces gestes-là ils sont plus possibles. À l'époque, il l'était déjà pas vraiment il c'était possible mais déjà un peu contesté, mais bon là je pense qu'il faut le voir. Il ne faut pas rendre Bernard Moitessier responsable de la pollution maritime, ce serait injuste. Et il faut le voir aussi comme un marin qui connaît, il sait qu'il risque sa vie quand même tous les jours en faisant le tour du pôle Sud. Mais il dit à un moment donné que, en fait, tout le monde pense que le Cap Horn c'est le lieu le plus dangereux du monde à la voile, et lui dit que non, il dit que c'est le Cap de Bonne-Espérance. Où j'ai mal lu. Et il a raison d'une certaine façon. Le cap de Bonne-Espérance, l'épreuve, c'est de rencontrer des courants contraires et 2 types de salinité différentes. Il y a un moment, il y a une sorte de démarcation entre le bleu de l'Atlantique et le marronasse vert et c'est pas péjoratif, mais c'est la couleur, véritablement, de l'océan Indien. Ça tourne pas dans le même sens, on bascule dans une autre mer, et très souvent, elle est réputée comme la partie la plus dangereuse du parcours.
Le Cap Horn est redouté aussi. Pourquoi ? Parce qu'autrefois, on l'accomplissait dans le sens inverse. C'est-à-dire que les grands caporniers, eux, ils descendaient de l'Europe et ils allaient rejoindre l'Asie, etc., par le Cap Horn, ou bien commercer avec la partie ouest des États-Unis, etc. Donc on le prenait dans le mauvais sens. C'est un espace en fait assez étroit. Donc il y a encore la rencontre de deux océans avec des courants extrêmement puissants et puis la Patagonie quand même, avec des sommets et donc des vents qui dévalent des sommets à cet endroit-là. Donc oui, c'est difficile, mais semble-t-il le pire, c'est l'océan Indien. Je crois à Bernard Moitessier sur parole. Si pour faire ce livre et par goût, j'ai traversé l'Atlantique avec des amis quand même pour vivre certaines choses, m'imprégner de son expérience. Par exemple, je me suis baigné au beau milieu de l'Atlantique avec 4 ou 5 000 mètres de fond. Voilà comme le fait Bernard Moitessier, alors dire pour d'autres raisons, parce qu'il perd un outil, il se jette à l'eau comme ça pour le récupérer dans une sorte de réflexe, il se retrouve à nager à côté de son bateau. Heureusement, on peut remonter assez facilement à bord sur Joshua, qui n'est pas très haut sur l'eau. Mais je vous déconseille de faire l'expérience sans avoir déjà basculé l'échelle de bord. Sinon, vous risquez de vous retrouver à côté de votre bateau sans pouvoir remonter. Et même si le bateau est immobile. Hein. Il y a des anecdotes terrifiantes. Exactement. Voilà, c'est pourquoi même dans les ports, on demande aux gens de laisser leur échelle de bord baissée. Parce que si des gens tombent en se baladant sur les pontons, ils pourront remonter à l'eau. Sinon, quelquefois, c'est pas possible. Hein. Bref, tout ça pour dire que voilà, j'ai essayé de m'imprégner le plus possible du récit. J'ai retrouvé les livres qu'il lisait, je les ai lus, j'ai tout lu, tout l'œuvre de Bernard Moitessier. J'ai lu le récit de course des concurrents aussi. C'était très intéressant de voir comment ils appréciaient les choses. J'ai eu la chance d'être reçu par l'Institut français où j'ai passé 2 mois au Cambodge et au Vietnam pour retrouver les traces de l'enfance de Bernard Moitessier. Je me suis dit que pour réussir ce livre, il fallait vraiment que je rentre en empathie complète avec le récit et le marin. J'ai rencontré la famille qui m'a fait un très bon accueil. Ils sont aujourd'hui très heureux du succès du livre. Vous avez fait du yoga ? Oui. Il faisait du yoga. Absolument. C'est pas imaginable maintenant quand on sait que les gens qui font des courses comme ça, ils sont tout le temps sur le qui-vive, ils sont tout le temps. C'est pas les mêmes conditions. Il y a moins de savoir-vivre, il y a moins de. La technologie a transformé aussi les bateaux qui sont aujourd'hui beaucoup plus rapides, extrêmement bruyants. Bernard Moitessier, lui, il ne barre quasiment jamais. Il a son petit pilote automatique, là, sa girouette, en fait, qui garde un angle constant au vent. Et puis, il passe beaucoup de temps à bouquiner, à prendre le soleil, à régler les voiles de son bateau, mais il ne tient quasiment jamais la barre. Et il écoute, il comprend que si le bateau change de direction juste parce que le champ de la mer sur la coque se modifie un peu. Aujourd'hui, écoutez le chant de la mer sur un IMOCA, vous avez plus l'impression d'être dans le tambour d'une machine à laver en mode essorage. C'est pas du tout le même plaisir. Hein. Ça n'enlève rien à la performance de ces marins d'aujourd'hui, hein, que j'ai eu le plaisir de rencontrer, avec lesquels je discute de Bernard Moitessier. Ils connaissent bien son œuvre, ils admirent ce marin, même si c'est encore une fois un esprit complètement différent. Ils sont souvent à Lorient. Hein. Il y a des IMOCA qui sont souvent à Lorient. Absolument. Et quand vous voyez l'intérieur, là, vous n'avez pas du tout envie d'y aller. Hein. C'est très austère. Ah, oui, c'est pas oui. du tout confortable. Hein. Oui. Alors, juste, parlons de vous un peu, Stéphane Melchior, si vous voulez bien. Enfin, si vous voulez bien. Et commencez à préparer vos questions. Je vais vous donner la parole en très peu de temps. Oui, ça file vite. Hein. Oui, ça va trop vite. Comment avez-vous opéré le travail avec Youn Lokar, qui donc a illustré, et fort bien illustré, ce récit? Comment avez-vous fait le découpage? Parce que il y a à la fois, en fait, quand même un peu d'héroïsme. Ce type, on voit bien qu'il était extraordinaire, puis en même temps des choses très prosaïques. Oui. Hein, manger, ne pas se laver, par exemple, enfin, plein de choses. Et ça rythme bien le récit. Vous avez choisi ça comment avec Youn Lokar? Alors, en fait, c'est la collaboration avec Youn. Moi, j'ai mis 10 ans à fabriquer ce livre, à lire, à rencontrer, à interviewer, à vivre, multiplier les expériences que je pouvais faire pour bien comprendre ce livre que je lis et relis depuis l'enfance. Je cherchais surtout un dessinateur qui sache naviguer comme moi, parce que 300 pages d'un type tout seul, en huis clos sur son bateau au milieu de l'océan, quand on ne sait pas comment naviguer un bateau, le scénariste et le dessinateur allaient vivre un enfer. Donc Youn vit à Lorient,
c'est-à-dire qu'on est presque voisins. On a navigué tous les deux sur Joshua à plusieurs reprises. Tout le monde peut le faire, hein. C'est pas un exploit. Le bateau appartient au patrimoine français. Il est inscrit comme monument historique et il est au musée maritime de La Rochelle, hein. On adhère à l'association et vous pouvez faire une balade à la journée sur Joshua. C'est très sympa. Et ensuite, pour vous répondre sur la question de ce découpage, il y a une part rationnelle et puis il y a une part complètement instinctive et intuitive. Moi, je croyais beaucoup à ce travail d'empathie et je voulais que le lecteur s'installe. Avant même qu'on fasse le livre, quand on l'imaginait avec Youn, je me suis dit, il faut que ce soit un gros livre bien épais parce que la longue route qui fait 80 pages qu'on lit en une demi-heure, ça n'a pas de sens. Mais la longue route dans laquelle on s'installe, où on est dans la durée aussi de la croisière, un peu comme le marin, où on vit avec lui, où on s'attache aussi aux gestes simples de la solitude à bord, où on est aussi dans la contemplation, parce que c'est quelque chose qui traverse tout le récit de Bernard Moitessier. Il s'assoit et il regarde la mer, il regarde le vent, il regarde les oiseaux, il regarde pas son compas. Il y a une grande part... quand il faisait de l'école de croisière en Méditerranée, ses élèves, il leur disait « mais lâchez le compas. Regardez, sentez le vent, sentez l'odeur de la terre, regardez comment filent les vagues, sentez le courant et ne naviguez pas aux instruments. » Même si lui, c'était un expert du sextant et un excellent marin technique. Mais il prônait une approche intuitive et la contemplation des éléments. Et en fait, ça traverse tout son récit, ce qui fait que ce récit, La Longue Route, il dénote complètement dans l'univers de la littérature maritime. Très souvent, on va retrouver, oui, des journaux de bord plus ou moins bien mis en forme, et c'est intéressant parce qu'on est avec les compétiteurs, on suit leurs récits. Je ne dis pas ça du tout pour décrier d'autres manières de raconter la navigation à voile. Mais chez Bernard Moitessier, il y a un lyrisme. Et moi, à chaque fois que ce lyrisme ou cette beauté, cette poésie était présent dans son texte, je n'y ai pas touché. Je l'ai respecté, je l'ai reposé dans le livre pour qu'on entende ses mots, qu'on entende sa voix presque, véritablement. Après, pour toutes les parties transitionnelles où il fallait mieux résumer, mieux découper, supprimer certains passages, en faire durer d'autres, ça c'était mon arbitrage de scénariste. C'est une espèce de quête spirituelle, non? Vous trouvez pas? Si, tout à fait. Moi, je trouve. Oui. On a souvent dit, oui, voilà, Bernard Moitessier, c'est l'homme de la solitude, c'est un type un peu égoïste, etc. Pas du tout. C'est un type qui signe tous ses courriers, salut et fraternité. C'est quelqu'un qui pense à longueur de temps à ses potes pendant qu'il traverse. Il espère que c'est une période expérimentale du point de vue de la navigation. Hein. C'est les premiers trimarans qui s'élancent. Et il est angoissé parce qu'il a 2 amis qui partent là-dessus. Et il a trop peur que si ces bateaux se retournent, ils ne se redressent pas. Donc il pense tout le temps à ses amis. Et même s'il n'a pas voulu prendre de radio de bord, parce qu'il a dit si je fais une course en solitaire, c'est pas pour causer à tout le monde à tout bout de champ. Il faut quand même que je vous raconte. Du coup, son sponsor, le Sunday Times, lui dit t'es bien gentil, tu veux pas de radio, mais nous, comment est-ce qu'on va voir de tes nouvelles? Je vais vous montrer comment. Comme quand j'étais gosse. Il prend son lance-pierre, il fait signe à un cargo, il s'approche, paf, il envoie une caillasse avec un petit message sur le pont du bateau. Le capitaine comprend qu'il doit mettre en panne ou ralentir. Notre ami Bernard se met bord à bord et il balance ses sacs de photos, les photos de son journal de bord, les films qu'il a pris avec sa petite caméra Beaulieu. Et ça va finir par devenir une angoisse, ce truc, parce que il y a la fameuse scène du petit cargo noir au début du parcours, où le cargo noir dévente Joshua, qui accroche sa mâture dans la nacelle arrière du cargo. Les 2 mâts plient comme des cannes à pêche. Le bout dehors est tordu à pratiquement 45 degrés. Et il n'a même pas passé le cap de Bonne-Espérance, qui se dit ça y est, c'est foutu, le bateau est cassé, je ne vais jamais y arriver. Alors, par chance pour lui, c'est peut-être... comme il n'a pas un rond, eh bien, les 2 mâts de Joshua, c'est des gros poteaux télégraphiques en bois plein, donc ils n'ont pas cassé. Ils ont plié, mais ils n'ont pas cassé. Et le bout dehors, à l'aide d'ingéniosité, et c'est son sens de la débrouillardise, il va pouvoir redresser son bout dehors et poursuivre la course. Mais elle a bien failli s'interrompre assez vite. Ah ouais, c'est très drôle. C'est drôle en même temps. Il y a beaucoup d'humour aussi, parce que c'est quelqu'un qui a du recul sur lui-même. Et puis, il y a des scènes qui sont vraiment cocasses. Alors, ce n'est pas... Comme vous disiez très justement, il s'agit d'un parcours intérieur. Bien sûr, c'est une course, mais petit à petit, l'idée de la compétition, il l'abandonne, comme j'en ai parlé. Mais surtout, il va rentrer dans une méditation. En fait, il a passé un pacte avec l'océan, et un pacte spirituel. Il dit, si je suis humble,
vis-à-vis de l'océan, il ne m'arrivera rien. Et c'est vrai que l'océan le laisse passer, et tout se passe bien pour lui. Et paradoxalement, il a voulu être humble jusqu'au bout en refusant cette victoire. Et peut-être qu'il aurait mieux fait de l'accepter, que peut-être c'était de l'orgueil de la refuser, cette victoire que presque les dieux de la mer lui offraient. Il refait un deuxième tour en croyant aller jusqu'au bout de cette humilité, et là, il vit l'enfer. C'est assez étonnant, finalement, ce retournement On a du très sort. peu de temps. Est-ce que vous avez des questions à poser? Profitez-en. Les éditions Artaud étaient quand même Il y a déjà des collections très spécialisées. qui s'attachent à des grands récits d'aventure. Et puis, il faut voir que le profil de Bernard Moitessier est assez étonnant à l'époque. Aujourd'hui, des aventuriers, les médias sont très développés. On met beaucoup en scène et en avant ces aventuriers qui sont assez nombreux, hommes et femmes. À l'époque, c'est quelque chose d'assez rare. Donc, des personnalités comme Bernard Moitessier, elles ressortent. Et puis des gens qui conjuguent à la fois le talent d'aventurier et celui de narrateur, il n'y en a pas tant que ça. Donc Artaud est un éditeur avisé et il comprend qu'il y a quelque chose à faire avec cet homme. Mais je crois aussi que Bernard Moitessier a développé beaucoup de charme. Il a su, mais ce n'était pas un charme calculé, je pense que c'était dans sa personnalité. Il y avait quelque chose d'étonnant, de frais, d'engagé, de sincère. Et derrière lui, il savait entraîner l'enthousiasme des autres. C'est comme ça que j'explique son entrée en littérature. Et puis, Vagabond des mers du Sud, qui raconte justement son départ d'Indochine jusqu'à son premier naufrage dans l'océan Indien. Je vous conseille de le lire. Ça beau être le premier récit écrit, il y a quelque chose de frais et d'hyper touchant dans cette espèce de Tintin fait de la voile, quoi. C'est très drôle. C'est très drôle. Il a plein de galères, mais une espèce d'allant naturel, de goût de l'aventure. C'est très touchant. Alors, il portait pas le caban aussi bien que vous, monsieur. Mais je ne sais pas, il faudrait demander à Hugo Pratt. Mais oui, il est un profil d'aventurier, peut-être auquel Hugo Pratt était sensible, mais lui était peut-être plus tourné vers l'entre-deux-guerres ou avant la Première Guerre mondiale. C'est plus son univers historique, mais Balade en mer Salée, oui, c'est bien possible, c'est bien possible. Je n'ose pas. Oui. Mais la bande dessinée s'intéresse à l'univers maritime. De toute façon, une chose que j'ai apprise il y a 2 ans, je dédicace sur le stand de Gallimard à Saint-Malo au moment d'Étonnants Voyageurs. Mon voisin s'appelle Marcelino Truong. Voilà. Et qu'est-ce que me raconte Marcelino? Il dit donc, tu sais Stéphane, alors il me dit très chouette ton bouquin. Bon bref, je l'ai lu. Tu sais que j'ai failli le faire, ce livre. Ah bon? Très bien. Oui. Bernard Moitessier m'avait contacté dans les années 80 et il voulait déjà qu'il y ait un album de bande dessinée, ce que j'ignorais complètement. Il me dit simplement, j'ai fini par refuser parce que j'étais le 3e dessinateur qui l'usait. Et il avait envie, mais il savait pas comment. Il n'arrivait pas à se décider. Il n'arrivait pas complètement à faire confiance. Et ce projet n'a jamais abouti. Mais c'est quand même... Moi, ce qui m'a touché, c'est qu'il ait déjà eu envie de bande dessinée. Voilà. Je me suis dit, alors ce projet, finalement, c'est pas juste le mien, c'est un peu le sien aussi. Il y avait déjà cette aspiration. Il était tourné aussi vers un art populaire, vers le désir de transmettre l'idée du voyage, de la navigation, de l'aventure à travers l'image. Et je crois qu'il faut qu'on arrête parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui On nous attend? Ouais. On nous attend ou bien... Ou alors on va nous chasser. Ou on va nous chasser. Merci. Si vous voulez, on peut poursuivre un peu la discussion ensemble. Devant les planches, comme vous voulez. Voilà, vous serez les bienvenus. Et je dédicace un peu en bas la longue route, si vous le souhaitez également, sur le stand de la librairie Critique. C'est un peu au milieu de l'espace. Voilà. Très bien. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci.